Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour, l'incendie de ce véhicule de secours à Yaté en Nouvelle-Calédonie. Il était attendu depuis plus de 2 ans et en service depuis moins d'1 mois. Près de 100 000 euros de matériel de soins partis en fumée et des habitants maintenant dépourvus de moyens de secours en cas d'accident grave. La municipalité et la population ont fait appel au chef coutumier pour tenter de retrouver les coupables. Le reportage de Dave Waeo-Nasson et David Sigal. Si ces choses-là arrivent, c'est que la structure coutumière ne fonctionne pas, la structure familiale ne fonctionne pas, la structure du clan ne fonctionne pas. Autour des pompiers de la commune, des coutumiers de la tribu d'Ounia, de Wao et de Goro. Tous ont condamné le saccage de la caserne de pompiers et appellent les familles et les clans à dénoncer le ou les coupables. On trouve la personne, il faut le signaler. Et nous, dans les tribus, on fait ça. Aujourd'hui, moi je parle à mon clan, j'ai dit si vous connaissez le nom, il faut le dire. Parce qu'on condamne la personne. Condamner la personne, bon, c'est pas des trucs à faire. En perdant le seul véhicule de secours à la personne de la commune, beaucoup s'inquiètent maintenant du sort réservé à la population en cas d'urgence. Là, on est ici, là. Il y a un accident qui se passe là, tout près, là, à 100 mètres. Là, à 100 mètres, c'est pas loin. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça me fait beaucoup de penser qu'on ne pourrait plus se servir de ce véhicule pour aller aider nos populations, aider nos pépés et mémés, parce que sur Ounia, on a une grande population vieillissante. Selon la mairie, la sécurité civile devrait apporter une aide logistique aux pompiers d'Yaté. Lors de cette réunion publique, un plan d'action a été élaboré avec l'équipe municipale. Donc on a décidé de mettre en place une clôture autour du bâtiment communal et celui des pompiers et en plus mettre des caméras sur tous les bâtiments publics, les écoles, la mairie, le marché communal et puis surtout réfléchir sur l'humain, donc continuer à travailler avec les coutumiers. Selon nos informations, la gendarmerie de Yaté poursuit actuellement ses investigations pour retrouver les auteurs du saccage. Dans l'actualité également, c'est une nouvelle qui va changer la vie des habitants de Tubuai en Polynésie. Cette petite île du Pacifique est enfin reliée au câble numérique. Une meilleure connexion au monde et un peu moins d'enclavement pour ses habitants. Pierre Lacombe et nos équipes sur place. Lentement, mais sûrement, le câble Natitois Sud sort de l'océan pour arriver sur la plage de la baie Sanglante. Une petite révolution et un soulagement pour les habitants de l'île de Tubuai qui vont pouvoir profiter du haut débit. Moi, c'est une grande joie. C'est une grande joie, je pense, pour d'autres prestataires aussi. Parce qu'il y aura une masse de touristes qui vont vouloir découvrir chez nous grâce à cette nouvelle connexion que l'on a aujourd'hui. Pour moi, ce sera ça. C'est surtout le rapport qualité-prix qui changera chez moi. Lancé en 2018, ce projet de câble sous-marin s'inscrit dans la volonté de soutenir le développement économique des îles éloignées de Polynésie. La télémédecine ou l'enseignement à distance, jusqu'ici impossible, seront désormais accessibles à tous. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille. On est venu la première fois en 2019 pour faire une première étude, une préétude avant de pouvoir mettre le projet sur papier. On est revenu en 2020 pour des études approfondies sur les sites d'atterrage. On avait sélectionné différents sites. On fait évoluer les réseaux locaux qui étaient anciens vers la fibre optique et des équipements 4G pour la partie mobile. Et ce qui va permettre à la population locale de profiter de toutes les offres qui sont aujourd'hui offertes à Tahiti, sur la société et au Toronto et aux Marquises. Le projet a coûté au total 25 millions d'euros. L'État a participé à hauteur de 3 millions d'euros. Et toujours dans le Pacifique, à Wallis et Futuna, aussi on s'active pour faciliter le quotidien des habitants. Cela passe par la transition énergétique. Vous allez le voir, plusieurs établissements se sont dotés de panneaux solaires. Illustration chez un commerçant avec Seila Lavili et Yousra Mahadali. Climatiseurs, congélateurs branchés en continu. Dans ce commerce, bientôt, tous ces appareils fonctionneront grâce au solaire uniquement en journée. Dans un premier temps, nous serons à hauteur de 50%, parce que je n'ai pas encore le stockage en batterie lithium. Mais on essaye de monter crescendo et pour arriver au final à 100% de notre consommation au niveau solaire. Sur le toit, la moitié des panneaux solaires sont déjà installés. 51 en tout, prêts à fonctionner d'ici une semaine. Oh, ça peut durer plus de 20 ans.
l'installation. Et après, s'il y a une panne, là, là comme avec les micros, on sait là où il faut aller dépanner. Coût de ces installations, 8 millions de francs pacifiques. Le rêve n'a pas de prix. Folivao est sûr de faire des économies. Ça va vous faire gagner combien concrètement par mois ? 50% de la facture actuelle, ce qui équivaut à peu près 200 000 francs. Folivao Cretaona est pour le moment le seul particulier à avoir fait appel à cette société spécialisée dans l'énergie verte. Vernier, Wallis et Futuna a ouvert en 2021. Elle a équipé l'administration supérieure et même le palais Sanatosoane. En tout, 9 commandes. Il y a bien une baisse de la facture, parce que c'était le but principal, c'est de l'autoconsommation. On a la commande, mais la difficulté principale, c'est le transport, parce que nous, on est quand même assez éloignés, c'est isolé. C'est l'acheminement du matériel. Mais les ambitions de l'entreprise ne s'arrêtent pas aux panneaux solaires. Prochaine étape, la mise en location de plusieurs voitures électriques, après le premier modèle importé l'an dernier pour un Fénois plus vert. Direction la Martinique à présent, où la cathédrale de Saint-Pierre, premier chef-lieu de l'île, fait peau neuve. Enfin presque, l'édifice va plutôt retrouver sa façade d'antan. Actuellement en travaux, il est aussi consolidé pour faire face aux risques sismiques. Delphine Besse, Fabienne Léonce. C'est l'histoire d'une petite chapelle bâtie en 1654. Chapelle devenue église, puis cathédrale 2 siècles plus tard. Jusqu'à nos jours, Notre-Dame de l'Assomption a eu de nombreuses vies. Et cette photographie d'avant l'éruption de 1902 montre une toute autre façade que celle de l'édifice rebâti à la hâte en 1923 et connu de nos contemporains. Bientôt, les 2 tours de la façade vont retrouver leur campanile d'autrefois. La structure, elle, pourra trembler. Les tours resteront suspendues, accrochées à cette structure. Oui, d'accord. Donc des fondations ont été coulées de part et d'autre dans les clochers, dans lesquels démarrent les 2 structures métalliques. D'accord. Voici 3 ans que le curé de la paroisse suit la métamorphose de sa cathédrale, désormais aux normes parasismiques. Je viens pratiquement sur le chantier 2 fois par jour pour voir ce qui se fait, j'apprécie ce qui se fait. Et avec Dominique, il y a une très bonne collaboration. Et il m'explique les choses de façon très technique. Moi, je ne suis pas technicien, c'est lui qui est technicien. Les tours de Notre-Dame sont désormais entièrement renforcées d'une armature métallique. Elle est invisible de l'extérieur. C'est la technique employée pour conserver un bâti dangereux en cas de tremblement de terre. Mais cette armature, elle part du sol, puisqu'on a dû creuser environ 2,50 m de profondeur. On a installé des pieux à la verticale et à l'horizontale avant de couler la chape de béton. Et ensuite, on part avec la charpente métallique sur la dalle de béton qui arrive au-dessus, qui dépasse la toiture et qui sort. Depuis 2014, la renaissance de Notre-Dame est longue. Charpente, puis couverture en zinc. Les façades grises en pierre brute ont ensuite retrouvé leur couleur blanche et jaune d'avant 1902. La reprise de l'office en ces murs est attendue au mois d'août. Les travaux ne seront pas achevés avant la fin de l'année. Mais voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr. Demain, rendez-vous 11h15 pour votre journal. Bonne journée.